Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une affaire qui a, je pense, vraiment secoué l'Amérique, et même au-delà, l'affaire Andrea Constand contre Bill Cosby. Bonjour. Oui, et on a pas mal de documents pour en parler, des articles du Guardian, des synthèses, et même la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie. Exactement. Et ce n'est pas juste l'histoire d'une accusation, c'est une véritable saga judiciaire. Ah oui, complètement. Ça s'est étalé sur presque 15 ans. C'est un labyrinthe de procédures, de rebondissements. C'est d'une complexité folle. C'est ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Démêler un peu tout ça. Comprendre les faits, bien sûr, mais aussi les mécanismes juridiques qui ont mené. D'un verdict de culpabilité à une annulation totalement surprenante. Voilà. C'est vraiment l'histoire de la chute d'une icône, le père de l'Amérique, et de la lutte d'une femme pour obtenir justice. Une lutte qui commence bien avant les projecteurs et les tribunaux. Elle commence dans le silence en janvier 2004. Parlons-en justement. Qui est Andrea Constand à ce moment-là? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Non loin de là. C'est une Canadienne, une ancienne basketteuse professionnelle, une athlète de très haut niveau. Elle a joué en Europe, pour l'équipe nationale. D'accord. Et au moment des faits, elle a changé de voie. Elle est directrice des opérations pour l'équipe de basket féminine de l'université Temple, à Philadelphie. L'alma mater de Cosby. Exactement. C'est là qu'ils se rencontrent. Les sources la décrivent comme une femme très confiante, 1,83 m, très solide physiquement. C'est important pour la suite. Oui, elle dira elle-même ne s'être jamais sentie intimidée physiquement par qui que ce soit. Et il devient une sorte de mentor pour elle, ce qui nous amène à cette nuit de janvier 2004. Une scène qui est devenue malheureusement un peu le symbole de toute l'affaire. Oui, elle va chez lui, elle est stressée, elle cherche des conseils. Il lui dit qu'il a quelque chose pour elle. Et il lui donne des pilules. 3 pilules bœufs, il lui dit que ce sont ses amis, que ça va l'aider à se détendre. Elle lui fait confiance, elle les prend. Et là, c'est le basculement. Très vite. En quelques minutes, elle devient semi-consciente. Sa vision se brouille, elle n'arrive plus à bouger, plus à parler. Elle a des souvenirs de ce qui s'est passé. Des fragments. Elle se souvient qu'il la touche, qu'il agresse sa poitrine, son entrejambe, qu'il met sa main sur son pénis, et puis plus rien. Elle se réveille seule vers 4 heures du matin, ses vêtements en désordre, dans un état de confusion totale. C'est terrible. Et pourtant, elle ne porte pas plainte tout de suite. Il s'écoule une année entière. Et ça, la défense s'en est beaucoup servie. Pourquoi attendre si longtemps? Pour des raisons qui sont malheureusement assez classiques dans ce genre d'affaires. D'abord, il y a le choc, la honte. La culpabilité, peut-être? La culpabilité, oui. Et puis, il y a les trous de mémoire. Les pilules ont tout brouillé, il lui faut du temps pour essayer de remettre les pièces du puzzle en place. Et il y a surtout l'identité de l'agresseur. C'est le facteur écrasant. On ne parle pas de n'importe qui, c'est Bill Cosby, America's Dad, une icône, une des personnes les plus puissantes et aimées du pays. S'attaquer à lui, c'est juste paralysant. À tel point qu'elle a encore des contacts professionnels avec lui après ça? Tard, en janvier 2005, qu'elle trouve la force de parler à la police. Et là, le premier chapitre judiciaire s'ouvre. Mais il se referme presque tout de suite. Oui, en février 2005, à peine un mois après la plainte, le procureur du comté, Bruce Castor, publie un communiqué de presse. Il annonce qu'il ne portera pas d'accusation criminelle. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il invoque? Officiellement, un manque de preuves crédibles et admissibles. Il pointe du doigt le délai d'1 an entre les faits et la plainte, en disant que ça affaiblit le dossier. Pour Andrea Constand, c'est une porte qui se ferme. Violemment, la voie pénale est bloquée. Alors elle se tourne vers la justice civile. En mars 2005, elle intente un procès. Et c'est là qu'on commence à comprendre que son cas n'est peut-être pas isolé. Ah oui, avec les Jane Doe. Exactement. Dans sa plainte, ses avocats listent 13 autres femmes, 13 Jane Doe, anonymes, prêtes à témoigner d'agressions similaires par Cosby. Et ça, juridiquement, ça change tout. Ça change complètement la nature du dossier. Au lieu d'une accusation unique, on a ce que le droit américain appelle un pattern of behavior, un schéma de comportement. On ne dit plus seulement « il a fait ça à Andrea », on dit « voici sa méthode, son mode opératoire », répété encore et encore. Ça rend l'accusation beaucoup plus solide. Beaucoup plus difficile à ignorer. Et c'est dans le cadre de ce procès civil qu'on arrive au tournant de l'affaire, la déposition de Cosby sous serment. Un moment absolument crucial. Oui, parce qu'il est obligé de parler. Vu que le procureur Castor a publiquement dit qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale, Cosby ne peut plus invoquer le 5e amendement, le droit de garder le silence. Il est coincé. Il est coincé. Et ce qu'il dit est explosif. Il admet avoir obtenu des quaaludes dans les années 70. Des quaaludes, donc un sédatif extrêmement puissant. Très puissant, oui. Et il admet les avoir obtenus avec l'intention très claire de les donner à de jeunes femmes avec qui il voulait avoir des relations sexuelles. C'est une bombe.
même s'il maintient, lui, avoir donné du Benadryl. C'est ça. Il dit que pour Constant, c'était du Benadryl, un simple antihistaminique, mais l'aveu sur la méthode, sur l'intention, c'est là, noir sur blanc. Il reconnaît même que c'était illégal de faire ça. Une bombe. À retardement. Mais à l'époque, cette déposition reste secrète. Elle reste scellée, confidentielle. L'affaire se termine en novembre 2006 par un accord à l'amiable. On apprendra bien plus tard qu'il a versé 3,38 millions de dollars à Constant. Avec une clause de non-divulgation, évidemment. Et pour le grand public, l'affaire est terminée. On a l'impression que c'est une tentative d'extorsion. Oui, la perception publique est très en faveur de Cosby. Lui-même se plaint dans la presse. Son image de père de la nation reste intacte. Et l'affaire tombe dans l'oubli pendant presque 10 ans. Et puis, en octobre 2014, tout change. À cause d'une blague. Un comédien, Hannibal Buress, est sur scène. À Philadelphie, oui. Et il dit en gros, « Vous l'aimez tous, mais c'est un violeur. Cherchez sur Google. » C'est fou. Comment une simple blague peut-elle faire ce que des années de journalisme n'ont pas réussi à faire? C'est le timing. Et puis le fait que ça vienne d'un autre comédien noir, ça rend l'accusation de racisme plus difficile. Mais surtout, il y a la plateforme. La blague est filmée. Et la vidéo devient virale. Exactement. En 2005, Cosby contrôlait encore le récit médiatique. En 2014, avec les réseaux sociaux, ça lui échappe complètement. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les vannes s'ouvrent. Complètement. Des dizaines d'autres femmes, plus de 60 au total, se mettent à parler. Elles décrivent le même mode opératoire, souvent avec la drogue. Le barrage cède. Jusqu'à cette couverture iconique du New York Magazine en juillet 2015. On voit 35 des accusatrices assises sur des chaises. Et une chaise vide, pour toutes celles qui n'ont pas osé parler. C'est un symbole très fort. Et c'est à ce moment-là, avec cette pression médiatique, que la bombe de 2005 explose enfin. La fameuse déposition. Oui, l'agence Associated Press se bat en justice et obtient sa publication. Et là, le monde entier découvre les propres mots de Cosby. Son aveu sur les Quaaludes, c'est dévastateur. Absolument. Le juge justifie la publication en soulignant le décalage incroyable entre l'image du moralisateur public et son comportement privé. L'opinion publique bascule pour de bon. Le paysage a donc radicalement changé. Et en décembre 2015, un nouveau procureur, Kevin Steele, décide de rouvrir le dossier pénal. Oui, un procureur qui avait justement fait campagne en critiquant la gestion de l'affaire par son prédécesseur, Bruce Castor. Il inculpe Bill Cosby pour l'agression d'Andrea Constand. Juste à temps. Juste avant l'expiration du délai de prescription de 12 ans. C'était une question de jours. Et là, on entre dans la phase des procès. Le premier procès en juin 2017. Et ça ne se passe pas comme prévu pour l'accusation. Non. C'est un procès nul. Un mistrial. Après plus de 50 heures de délibération, le jury est bloqué. Impossible d'arriver à un verdict unanime. Un coup dur. Un coup très dur pour Constance et les autres femmes. Mais entre ce premier procès et le second, le monde change à nouveau. Octobre 2017. Le mouvement #MeToo explose. Voilà. Et Constance elle-même dira que le monde a un peu basculé sur son axe. L'atmosphère du second procès en avril 2018 est très très différente. Qu'est-ce que ça change concrètement? Au premier procès, la défense pouvait encore la peindre comme une accusatrice isolée, motivée par l'argent. Au second, le jury entre dans la salle avec en tête le contexte de dizaines d'autres femmes, un débat national sur le consentement. La question n'est plus seulement « est-ce que cette femme dit la vérité ?» C'est devenu « est-ce que Bill Cosby est capable de faire ça ?» C'est ça, et Andrea Constand, elle aussi, se prépare différemment. Elle aborde ça comme une athlète. Comme une compétition. Exactement. Elle parle de marathon juridique, répétition du témoignage, visualisation. Elle est prête. Et cette fois, le jury ne met qu'une journée et demie à délibérer. Et le verdict tombe. Coupable. Coupable des 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée. En septembre 2018, il est condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison. C'est un moment historique. La première grande condamnation d'une célébrité à l'ère #MeToo. Un symbole immense. La preuve que même les plus puissants ne sont plus intouchables. On a le sentiment que la justice est enfin rendue. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On arrive au dernier rebondissement le plus incroyable. Juin 2021, la Cour suprême de Pennsylvanie annule la condamnation. Il est libéré. C'est qu'un choc. Une gifle pour des millions de gens. C'est l'incompréhension totale. Comment c'est possible? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. Juridiquement, la décision est, pour beaucoup d'experts, assez logique. Mais humainement, symboliquement, elle est dévastatrice. Expliquez-nous cette logique. La Cour n'a pas dit qu'il était innocent? Non, absolument pas.
Ça, c'est crucial. La décision ne porte à aucun moment sur la culpabilité ou l'innocence de Cosby. C'est une question purement technique, une violation des due process rights, les droits de la défense. Un principe constitutionnel fondamental. Et tout nous ramène encore à ce procureur, Bruce Castor, en 2005. C'est le point de départ de tout. La Cour suprême a estimé que son communiqué de presse de 2005, où il annonçait ne pas poursuivre Cosby, eh bien ce n'était pas juste une opinion. C'était une promesse. C'était un accord de non-poursuite contraignant qui engageait l'État de Pennsylvanie. Mais pourquoi aurait-il fait une telle promesse? C'est là que c'est subtil. La Cour a conclu que Castor a fait ça dans un but précis. Forcer Cosby à témoigner dans le procès civil de Constant, en lui retirant son bouclier du 5e amendement. En gros, l'État lui dit « Parle, n'aie pas peur, on ne t'attaquera pas au pénal ». D'accord. Donc, si je résume. 1. Castor promet de ne pas poursuivre. 2. Cosby se sent protégé, il renonce à son droit au silence et il fait des déclarations accablantes. C'est ça. Et 3. Des années plus tard, un autre procureur utilise ces mêmes déclarations pour l'envoyer en prison. Voilà. Et la Cour suprême a dit non, c'est une violation fondamentale du fair play procédural. L'État ne peut pas vous faire une promesse pour vous faire renoncer à un droit, puis revenir sur sa parole. C'est une question de principe. Un principe qui s'applique à tout le monde, même Bill Cosby. Surtout Bill Cosby, diraient les juristes. Les droits constitutionnels sont là pour protéger tout le monde, y compris les personnes accusées des pires crimes. Et la Cour ne s'est pas contentée d'annuler la condamnation. Non, elle a fait plus. Elle a interdit toute poursuite future contre lui pour ces mêmes faits. La porte judiciaire pour l'affaire Constant est définitivement fermée. Alors que reste-t-il de toute cette saga? On a une accusation rejetée, un moment culturel, une condamnation, puis cette annulation. C'est vertigineux. L'héritage est incroyablement complexe. D'un côté, oui, Bill Cosby est un homme libre. Sa condamnation est effacée. Mais de l'autre, son image est détruite. Pour toujours. Le tribunal de l'opinion publique, lui, a rendu son verdict. Et ce verdict-là est sans appel. Les faits, ses propres aveux, tout ça reste. Les universités lui ont retiré ses diplômes, le Cosby Show a disparu des écrans. Et sur le plan légal, au-delà de son cas, est-ce qu'il y a eu un impact? Oui, et c'est peut-être le plus important. L'onde de choc de l'affaire a poussé de nombreux États américains à réformer leurs lois. Beaucoup ont allongé les délais de prescription pour les agressions sexuelles, voire les ont supprimés. Donc même si ce chapitre est clos pour Andrea Constant, l'affaire a changé le paysage pour les futures victimes. C'est un héritage paradoxal, mais bien réel. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question à méditer, je crois. On a vu tout ce parcours. Alors à la fin, à quoi ressemble la justice quand la procédure légale et la responsabilité morale entrent en collision de manière aussi spectaculaire?